Je tenais à vous dire que la perspective d'une augmentation des droits de douane pour les pays ayant choisi de contribuer à la sécurité du Groenland est, à mon sens, une erreur et je la désapprouve. Cependant, j'estime que dans ce contexte, la volonté de certains pays européens d'envoyer des troupes afin de renforcer la sécurité aurait dû être perçue non comme une initiative dirigée contre les États-Unis, mais plutôt contre d'autres acteurs. Il me semble qu'il y a eu un problème de compréhension et de communication sur ce point. Et vous nous avez rejoint, Thierry Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vraiment tout à fait indiqué ce soir et ce sera très intéressant. On détaillera avec vous jusque vraiment dans les plus exactes précisions, les dépendances, les indépendances de la France, notamment ce qui fait que la France a des moyens de parler un peu plus fort que les autres face à Trump. Rappelons rapidement les épisodes précédents. D'abord, acte 1, le tweet de Trump. À partir du 1er février, le Danemark, la France, l'Allemagne paieront 10% de droits de douane pour chaque produit arrivant sur le marché américain. Dès juin, ça montera à 25% et cela jusqu'à un deal complet sur l'achat total du Groenland. La menace qui est en train de monter, le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Finlande, ici tous les pays qui ont envoyé des soldats, se sont rendus au Groenland pour des raisons inconnues. Cette situation est extrêmement dangereuse pour la sécurité et la survie de notre planète. Ces pays qui se livrent à ce jeu périlleux prennent des risques insoutenables et inacceptables. Acte 2, réponse de la France, président de la République. Il va demander l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne en cas de nouveaux droits de douane américains. Quels sont ces instruments? Comment l'Europe peut faire sentir le fer à Donald Trump? Je crois qu'il faut garder son calme dans la situation dans laquelle nous entrons. Je dis bien nous entrons, parce qu'on entre à nouveau dans une nouvelle situation depuis hier. Gardez son calme, parce qu'effectivement, je pense que les événements que nous vivons montrent que quelque part on est allé trop loin. Et je pense que Donald Trump est allé un peu trop loin. Et j'en veux pour preuve les réactions absolument unanimes d'Arius Rochebin. Aujourd'hui, des Européens, unanimes, y compris tous ceux qui étaient les alliés les plus fervents. Vous venez de faire référence à l'instant à Madame Meloni. On a quasiment l'impression qu'elle a presque oublié son nom de M. Trump. En tout cas, M. Musk, lui, il a disparu. Mais si vous prenez également les partis politiques qui sont des partis MAGA européens, on pense évidemment à tous les partis d'extrême droite, qui soient du reste en France, on en a 2, ou qui soient également partout, y compris Madame Wedel, qui va dire « Ah non, mais moi je ne suis pas associé, non mais moi je ne connais pas là. » Non, on ne connaît plus M. Trump. Donc on voit qu'avec ce qui se passe à l'instant même, quelque part, ça provoque une réaction de, vous savez comme on dit, a bridge too far, un pont trop loin. Alors maintenant, il ne faut pas qu'on soit dans l'escalade. Pardon, est-ce qu'on comprend que nous étions vassalisés? Parce que vous citez les ultranationalistes, les conservateurs, mais de la même façon, les progressistes ont été trahis. Rappelez-vous 2017, quand Obama a dit « Allez, on vote Macron ». Après, il y a eu dans le camp démocrate la trahison sur les sous-marins. Le camp démocrate a écouté déloyalement les Européens. En fait, on est trahi par les Américains, que ce soit sur la droite ou sur la gauche. Ça, on a vécu beaucoup de trahisons, ça c'est clair, mais maintenant, on n'en est plus là. Maintenant, on est seuls. On l'a déjà dit, je le redis ce soir à votre antenne, nous sommes, nous, Européens, seuls. On est seuls et on ne nous aime pas en dehors d'Europe. Donc il faut qu'on en prenne conscience. Ça veut dire qu'effectivement, en ce qui nous concerne, bien sûr qu'il faut réagir. Mais, et je vais le dire, je crois que j'ai été l'un des premiers à dire qu'il fallait effectivement que nous réagissions, pas uniquement par rapport à ce qui m'est arrivé, et notamment la désignation qui a été faite sur moi-même en ce qui concerne le rôle que j'ai joué dans la régulation du numérique et les conséquences que certains en ont tirées, comme vous le savez, aux États-Unis, me concernant. Non. Désormais, nous devons effectivement réagir, mais réagir de façon, j'allais dire, intelligente. Et c'est certainement, alors évidemment, on a des instruments. Vous faites allusion à cet instrument dit d'anti-coercition. Il a été mis en œuvre d'abord pour qui et comment? Il a été mis en œuvre par les Européens pour réagir à la Chine, parce que la Chine avait réagi très violemment contre Vilnius, contre la Lituanie, car la Lituanie avait décidé d'ouvrir un bureau de représentation de Taïwan et ça n'avait pas plu. Donc on avait dit, si jamais vous faites des pressions politiques et des pressions économiques, alors nous réagirons contre vous. Donc cet instrument, il est là. Il permet effectivement de réagir assez fortement, assez violemment, des droits de douane,
l'interdiction à des entreprises américaines d'investir, l'interdiction de participer à des marchés publics. Donc tout un arsenal. Maintenant, le sujet, Darius Rojban, il est évidemment pas de rentrer dans une confrontation de cette nature. Il est pour nous, bien sûr, de mettre sur la table ce que nous avons. Et si vous permettez cette image, des revolvers chargés, évidemment, parce qu'on en est là, mais surtout, pour nous, et j'aimerais qu'on puisse en dire un petit mot, si vous permettez, ce soir, que nous prenions enfin l'initiative d'aller vers une autonomie stratégique, et pas pour 10 ans, pas pour 15 ans, pour les 5 ans qui viennent. C'est ça le sujet qui est devant nous. La France et ses atouts. Avec vous, et merci de cela, on a listé le fait que la France est différente des autres. Il y a une supériorité française, grâce notamment à De Gaulle qu'on a invoqué tout à l'heure, l'indépendance de la France face aux États-Unis. Membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la dissuasion nucléaire, l'énergie nucléaire civile. On voit que les Allemands regrettent maintenant, Monsieur Merz, vous avez vu qu'ils regrettent d'avoir abandonné le nucléaire. L'industrie de défense, Dassault, Thales, etc. Il y a là les arguments qui font que quand Emmanuel Macron parle, il a plus de moyens que Starmer, Starmer n'a plus l'Union européenne, mais plus de moyens que Merz ou les autres. Alors oui, j'ai fait ce travail. Et j'ai j'ai pas fait ce travail seul, puisque depuis que j'ai été un peu désigné, ostracisé, énormément de personnes se sont manifestées, y compris à mes côtés, pour commencer à travailler. Donc j'ai fait ce travail un peu au niveau européen, dans différents domaines. On pourra en reparler si vous le voulez. D'abord, quelles sont nos dépendances au niveau européen ? Quelles sont nos dépendances au niveau français et quelles sont nos forces? Parce qu'il faut d'abord reconstruire tout ça sur nos forces. Et on se rend compte effectivement, vous venez de le montrer à l'instant à l'écran, que la France dispose de plus de chances, d'opportunités de bâtir précisément la base de cette reconquête que l'Europe. L'Europe, elle est très vassalisée, on le sait, en particulier pour toutes les raisons qu'on a évoquées, y compris le fait que l'Europe ne dispose pas de la dissuasion nucléaire, la France dispose. La France a un vrai rôle diplomatique, il faut dire les choses comme elles sont, dépasse évidemment la position qui est la nôtre, 69 millions d'habitants sur une planète de bientôt 9 milliards d'habitants. C'est vrai que, voilà, on peut nuancer tout cela. Le nucléaire, vous l'avez dit également civil, on a une autonomie, on a réussi, j'allais dire in extremis, parce que quand même on n'a pas oublié ce qui s'est passé, mais on l'a préservé. Et puis oui, une véritable spécificité, autonomie en matière de sécurité et de défense, notamment en matière d'électronique de défense, en matière de spatial. Donc la France, si jamais nous pouvons enfin redonner confiance à nos partenaires, parce qu'on remaîtrise nos finances publiques, d'où mon combat là-dessus, vous le savez, et je ne lâcherai jamais, c'est-à-dire la remaîtrise de nos finances publiques, alors la France doit être précisément, en écoutant les autres, en accompagnant les autres, en allant ensemble, doit être le pays qui doit pouvoir redonner bien cette dynamique. Et voyez-vous, à partir du moment où on discute comme ça, avec Donald Trump, moi j'ai regardé aussi quelque chose et je voulais vous en faire état. Bon, on comprend qu'il veut absolument mettre la main sur le Groenland. Très bien. Il nous donne des tas de raisons qui sont un peu tous surréalistes, certaines réelles, d'autres peut-être un peu plus farfelues. Enfin, il nous dit, au fond, le Groenland risque d'être attaqué par la Russie et par la Chine. Et donc, c'est pas ces Européens avec 3 traîneaux à chiens qui vont le défendre. Alors moi, j'ai regardé, mais au fond, le Groenland, puisqu'il nous dit que vraiment, il y a maintenant la route polaire, elle est extrêmement importante, la route maritime. Donc, sa route maritime, d'abord, elle est ouverte 2 mois par an. 3 maximum, mais c'est plutôt 2. Donc, je me suis dit, donc ça veut dire qu'il faut des brise-glaces. Alors, j'ai regardé la flotte de brise-glaces des Américains. Ils en ont 2. Les Russes, ils en ont 18. Nous, les Européens, avec nos alliés canadiens et norvégiens, on en a 15. Donc, maintenant, si jamais nos amis américains, qui n'ont que 2 brise-glaces, veulent se réinstaller un peu au Groenland pour mettre des bases, ils peuvent le faire. Le traité de 1951 avec le Danemark les autorise à le faire, revu en 2004. Ils en avaient du reste 17, ils en ont une, ils peuvent en rouvrir. Mais il n'y a aucun problème. Comme on dit, évidemment, be my guest, allez-y, mais faisons-le ensemble. Mais on voit bien que tout ceci n'est que finalement une illustration d'une volonté impériale, et que donc maintenant que tout ceci a été mis sur la table au vu et au su du monde entier, asseyons-nous, voyons les choses. Si jamais ça ne va pas, on pourra être aussi maintenant en escalade, parce que les Européens sont alignés, c'est la première fois. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Ce soir. Sauf les Italiens. Mais pas du tout. On vient d'entendre Mélanie, non, elle n'est pas alignée. Ah, Madame Mélanie, elle a commencé à quand même prendre ses distances. Elle a commencé à prendre ses distances avec Trump. Donc on voit bien que là encore, on est en train vraiment de bouger. Tout simplement pourquoi ? Parce que nos opinions publiques, Darius Rojban, nos opinions publiques, à une écrasante majorité,
plus de 85% des Européens disent stop. Quelles sont les dépendances de la France? Puisqu'on a parlé de l'indépendance, essayons de chapitrer, comme vous le proposiez. Dépendance de la France face aux USA. Là, ce sont les points de faiblesse sur lesquels Trump va essayer de jouer si la crise monte et monte toujours davantage. Alors, expliquez-moi. On les connaît, évidemment. On est encore trop dépendant, effectivement, en matière d'espionnage et de satellites. Ça, c'est clair. Et donc, il faut qu'on accélère. On a des programmes. On en avait initié, du reste, avec mes collègues, avec mes collaborateurs, avec le programme IRIS, évidemment, au carré. Il faut absolument accélérer. Bien sûr, le numérique. Et là, vraiment, il faut vraiment qu'on accélère, et en particulier sur les stockages des données. C'est absolument... On est quasiment totalement dépendant. Mais je voudrais leur dire, il n'y a pas de fatalité. Moi, j'ai bâti un plan sur 5 ans pour retrouver notre autonomie. On en reparlera tout à l'heure, c'est très important. Le dollar et le financement, on est évidemment totalement dans la main aujourd'hui de la dollarisation. Expliquez exactement pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, en 2026, on n'est plus en 1945, hein, le temps a passé. En 2026, pourquoi la dépendance au dollar est si forte aujourd'hui? Et parce que, encore une fois, depuis Bretton Woods, le dollar a remplacé les talons or, et que maintenant c'est la monnaie, ça a été la monnaie du monde, y compris du reste avec les pétrodollars. Nous, on a l'euro, mais on n'a pas encore le marché unifié au niveau européen. C'est pour ça que je ne cesse de dire que ça doit être une priorité sur les 2-3 ans. Il faut qu'on ait des eurobonds, et on a tout ce qu'il faut. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est beaucoup trop dépendant du dollar. Et puis, le dernier point, parce qu'il est tout à fait fascinant. Tout le monde, ou presque aujourd'hui, a une carte de crédit. Expliquez-nous pourquoi les systèmes de paiement, Visa, Mastercard, encore une fois, l'Europe, c'est une puissance, 450 millions d'habitants. Les États-Unis, quoi, 300 millions 340 millions d'habitants. 340 millions. Pourquoi est-ce qu'on serait encore dépendant pour Visa et pour Mastercard des Américains? Aujourd'hui, effectivement, c'est deux monopoles. Ces deux monopoles permettent effectivement aux États-Unis d'avoir une pression, une capacité d'intervention évidemment sur tout le monde, y compris du reste sur un certain nombre d'individus. On a tous entendu parler du juge Guillou, donc à la Cour de justice de La Haye, qui s'est fait ostraciser. Lui, on l'a même piqué, pardon cette expression, ses capacités de financement, y compris ses cartes de crédit. Donc là aussi, il y a des solutions. Ce que je voudrais dire. Mais pardon, donc on comprend bien. Ça veut dire, ça paraît tellement fou. Si vraiment Trump était capable de toutes sortes d'excès, s'il avait vraiment envie, en bon français, d'emmerder les Européens, en matière de Visa Mastercard, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais bien sûr, on pourrait évidemment dire matériellement on arrête tout, mais dans ce cas-là, c'est moins 30 ou moins 40% sur les marchés, en particulier sur Wall Street. Et jamais je le permettra, parce que derrière, il y a Wall Street qui surveille ça. Ce que je voudrais dire ce soir, si vous le permettez, c'est qu'en face de chacun de ces sujets qu'on voit à l'instant à l'écran, il y a des projets. Moi, vous voyez, j'ai travaillé sur des projets. Je les ai chiffrés. Il y en a une quinzaine. Et je vous le dis ce soir, donc avec un peu toute une équipe qu'on a constituée, on sait aujourd'hui dire que globalement, en gros, avec entre 700 et 800 milliards d'euros sur les 5 ans qui viennent, c'est à peu près l'équivalent du montant qu'on avait dû lever, vous vous en souvenez, pour se protéger contre les effets du Covid. Eh bien, aujourd'hui, si jamais on se donne les moyens, là encore, d'emprunter un niveau à peu près identique, les projets, ils avaient déjà un peu été identifiés par le rapport Draghi. Je les ai maintenant affinés par rapport à la nouvelle situation que ne connaissait pas par définition Mario Draghi lorsqu'il a écrit son rapport. Eh bien, aujourd'hui, il y a des plans. Ça y est, on peut le faire. Et ce que je souhaiterais, ce que j'appelle de mes voeux, si je puis dire, c'est que, à côté, effectivement, des mesures de rétorsion agressives, sur le thème on fait des rapports de force, très bien, il faut aussi qu'on annonce au monde entier, et en particulier aux États-Unis, que désormais la dépendance, c'est fini, et qu'on a mis un plan pour que, à un horizon de 5 ans, sur tous ces sujets que l'on vient de voir à l'écran, eh bien on a des projets qui seront européens, y compris, je le dis pour nos téléspectateurs, pour les réseaux sociaux. C'est inadmissible aujourd'hui que nous n'ayons pas de réseaux sociaux européens. Il y a des projets qui peuvent être menés, je les ai chiffrés, avec 15 milliards d'euros. On peut aujourd'hui avoir dans les 2 ou 3 ans des 1 ou 2 réseaux sociaux au niveau européen. Voilà, tout ça maintenant il faut se mettre au travail. Il faut se mettre au travail et plus attendre que je ne sais quel coup de baguette magique on revienne au monde d'avant. On ne reviendra pas, Darius Rochebin, au monde d'avant. Quand on voit ces images de soldats, alors il y a des soldats, ça a été d'abord moqué. Est-ce que d'abord c'est une bonne nouvelle pour vous que Trump réagisse aussi vivement à la présence de ces quelques soldats de reconnaissance? C'est très surprenant. C'est très surprenant parce que, mais font 15, une trentaine de soldats qui, du reste, je le rappelle, ont été appelés
par les Danois. Donc c'est les Danois qui appellent évidemment les Européens à faire donc des exercices, puisque c'est le prétexte, la raison qui a été invoquée. Bon, très bien. Et au fond, j'ai entendu évidemment, voilà, personne, vous savez, il faut, là, je l'ai dit, avoir beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, et pas rentrer non plus dans les caricatures. Parfois, on en a même un peu trop, si je peux me permettre. Oui, mais non. On ne peut pas dire que le courage étouffe les gens qui se révoltent contre Trump. Je crois que pas lorsque nous discutons, en tout cas on essaye, Darius Rochebin, d'être le plus réaliste possible. Mais j'entends sur d'autres plateaux, d'autres chaînes de télévision, moquer ceci. Et sans vouloir les critiquer, bien sûr qu'on aurait pu envoyer 1000 personnes. Mais si on envoyait 1000, lui, pour en envoyer 5000, bien sûr, on aurait pu envoyer 5000 soldats, mais il en aurait envoyé 10 000. Bien sûr, on aurait pu en envoyer 20 000, il en aurait envoyé 30 000. Donc la question, c'est pas le nombre. La question, c'est beaucoup plus subtil que ça. Thierry Breton, il y a quand même quelque chose qui chiffonne, pardon. Les Danois qui font le voyage, de Washington, c'est quand même très humiliant. En principe, si quelqu'un veut prendre une partie de votre territoire, vous n'allez pas négocier chez l'adversaire pour dire « Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'on va commencer à discuter de la sécurité ?» Ça paraît très curieux quand même. Vous croyez, que le général de Gaulle aurait envoyé son ministre des Affaires étrangères à Washington pour dire « On parle de qui ? On parle du Danemark qui a été le cheval de Troie, je le dis là encore, avec beaucoup de recul et sans ostraciser quiconque, tout le monde le sait. J'ai été pendant 5 ans, donc, comme on dit, un officiel européen, donc je savais que le Danemark a été un cheval de Troie. Racontez ça, s'il vous plaît, parce que c'est tellement incroyable, et vous êtes le mieux informé de ça. C'est-à-dire que des années 60 à 2025, ils ont vraiment été, comme vous le dites, cheval de Troie des États-Unis. Pourquoi ? C'est clair. Bon, d'abord, c'est un petit pays qui essayait d'exister, etc. Les États-Unis se sont bien rendus compte que c'était un pays avec lequel on pouvait un peu travailler, voire entre guillemets jouer. Ça date pas du reste de la construction européenne, parce que dès 1941, je rappelle que il y a un accord qui a été signé entre le Danemark et 1941 et les États-Unis par l'ambassadeur du reste du Danemark, parce que il y avait la guerre évidemment sur le continent européen, pour dire que les États-Unis. Mais racontez ça, c'est tellement passionnant. Allez, s'il vous plaît, suivons le graphique que vous avez vous-même. Allez, 1960, racontez ça, parce que c'est vraiment passionnant. Donc depuis cette date et depuis 1951, il y a donc un accord de défense et les États-Unis peuvent faire ce qu'ils veulent en matière de défense au Groenland. Ils ont donc ouvert 17 bases. Mais, comme beaucoup de pays d'Europe du Nord, il y avait un codicille, rien de nucléaire. Et on dit très bien, pas de problème. Sauf qu'évidemment, si on remet le petit graphique à l'écran, on voit que depuis 1960, en fait, les États-Unis avaient un projet secret qui s'appelait Iceworm. Ce projet Iceworm, c'était de cacher sous la banquise 600, excusez du peu, ogives nucléaires. Et tout ceci s'est fait en fait avec la complicité du gouvernement danois, en disant d'un côté oui aux Américains et disant à leur population non, il n'y a rien à voir. À la barbe des Inuits. Et bien entendu, à la barbe des Inuits. Donc c'était vraiment complètement, je dirais, à la main des États-Unis. 2003, il y a effectivement la guerre en Irak, vous venez d'en parler avec Dominique de Villepin. Et là, la France et l'Allemagne prennent une position très ferme. Le Danemark est le premier pays à courir, à la demande du reste des États-Unis, à courir. Ils vont envoyer donc 500 militaires, beaucoup du reste vont perdre leur vie, par parenthèse. Et ils sont les premiers, en étant les meilleurs élèves américains. Contre, je dirais, la tendance qui était la tendance européenne. Contre la France, alors contre l'Allemagne. 2012, 2014, là c'est le bouquet. Si je peux me permettre. Enfin, j'en ris, mais enfin, ça a été quand même. C'est l'opération dite Dunhammer. Alors cette opération Dunhammer, c'est incroyable. Les services secrets danois. Donc, ont coopéré, à la demande évidemment des services américains, avec la NSA, tenez-vous bien, pour mettre sur le Danemark, parce que le câble transatlantique qui transfère les données donc, passe par le Danemark, donc des îles qui sont Danemark, et y compris à côté de Copenhague. Et donc ils ont demandé tout simplement aux services secrets danois, bon, écoutez, on va maintenant se servir de ça, vous allez nous aider, on va ponctionner, on va mettre des bridges, comme on dit dans notre jargon, donc sur ces câbles, et ça va nous permettre d'écouter massivement, de procéder à une surveillance de masse de tout ce qui se passe en Europe, et en particulier de tous les officiels européens. Madame Merkel, Monsieur Steinmeier, le président français, à l'époque c'était François Hollande, et tout le monde y est passé. C'est une trahison. Bien entendu, c'est une trahison. Ouais. C'est une trahison massive. Faite, encore une fois, avec la complicité des Danois, à la demande des services américains. Tout ceci est public, je dis. Ça a été révélé notamment par Snowden, etc. Ça a donné lieu à, je dirais, un vrai chambardement
au niveau danois. Je dis, c'est pas possible qu'on ait fait ça. Du reste, tout le monde a dû démissionner au service dit FE, c'est le service de renseignement danois. Et puis, bon, voilà. Et enfin, vous avez effectivement les F-35. Le Danemark, effectivement, continue à acheter des F-35. Alors là, je voudrais un peu nuancer, parce que maintenant, avec ce qui se passe, évidemment, il a déjà une flotte de F-35, donc il est, je dirais, obligé de le faire. Mais, et là, on voit enfin, je dirais, avec Mette Frederiksen, qui est la nouvelle première ministre, enfin plus nouvelle, elle y est maintenant depuis 3 ans, 4 ans même, première ministre, elle est du reste formidable. Elle a changé complètement le narratif, et du reste, elle a choisi, je tenais à le dire ce soir, un système de protection antimissile qui n'est plus le système Patriot, mais qui est un système franco-italien. Est-ce qu'il est vrai que la dépendance est telle que, contrairement au Rafale, bien sûr, qui est tout à fait indépendant et souverain, il y a des mises à jour qui font que les Danois ne pourraient pas faire la guerre aux États-Unis, à l'extrême, parce que leurs avions seraient en quelque sorte désactivés après les mises à jour? Alors c'est vrai, c'est pas vrai. D'abord, il y a un cloud. Donc c'est l'entreprise qui fait ces F-35, c'est l'entreprise Lockheed Martin. Et Lockheed Martin donc a un cloud donc dans lequel elle stocke toutes les données, y compris les données de vol de chaque avion F-35 qui vole donc de par le monde. Par parenthèse, ça donne donc aux Américains une connaissance parfaite de ce qui se passe pour tous ceux qui utilisent des F-35. Je ferme la parenthèse. Mais comme nos téléspectateurs le savent, quand on a quelque instrument électronique que ce soit, on fait des mises à jour. Donc il y a en gros tous les 6 mois des mises à jour logicielles, qui sont un logiciel évidemment très spécifique, ça s'appelle Odin, donc en ce qui concerne les F-35. Ces logiciels, il y a des releases, comme on dit dans notre jargon, il faut les refaire. Donc voilà, donc si jamais on les refait pas, c'est plus au jour et ça peut être dangereux. Alors en revanche, je sais que certains ont voulu dire qu'il y avait ce qu'on appelle dans notre jargon des kill switch, c'est-à-dire des interrupteurs qui pourraient être à la main peut-être des États-Unis, donc du DOD, du ministère de la Défense ou de Lockheed Martin, pour empêcher un avion de décoller. Ça, pour l'instant, ça n'a jamais été prouvé. Personnellement, je n'y crois pas. Mais il y a une dépendance, évidemment, qui est une dépendance logicielle, je viens d'en parler. Il y a évidemment une capacité de surveillance et de connaissance intime de ce qui se passe. Et ça, c'était, je dirais encore une fois, le monde d'avant. Le monde d'avant, c'était un monde où, encore une fois, un certain nombre de nos partenaires européens, parce qu'ils avaient besoin aussi, et je le rappelle aussi ce soir, de la protection nucléaire américaine, eh bien, finalement, suivaient les recommandations, voire les oukas américains. En ce qui nous concerne maintenant, là aussi dans le projet sur lequel il faut que nous travaillions tous pour les 5 ans qui viennent, il faut commencer à réfléchir, bien sûr à ce que la dissuasion nucléaire continue à rester à la seule main française, jamais on ne la partagera, mais comment pouvoir peut-être en élargir la protection, le bénéfice, l'effet de dissuasif, c'est aussi une discussion qu'il va falloir engager, je dirais, en redonnant à la France le rôle qui est le sien. On ne peut pas nier le rôle de la France. Il ne faut pas non plus que pour nous, ça nous donne le sentiment d'être supérieur aux autres. On a bien démontré que, notamment de manière économique, on n'a pas de leçon à donner à personne. Donc chacun a des plus et des moins. Maintenant, il faut du leadership pour faire en sorte qu'on remette tout ça en mouvement. Et clairement, le leadership au niveau de nos institutions européennes, il n'est pas là. C'est un des problèmes majeurs qu'on a. Que ce soit du reste, en particulier à la Commission européenne, on n'a pas le leadership qui convient pour mener de tels projets, on le voit, et d'où la vassalisation. Thierry Breton, l'Allemagne joue un rôle si important. On a assisté ces dernières heures à Vous avez tweeté à ce sujet-là, Madame von der Leyen qui s'est félicitée de ce qui s'est passé avec Trump. Vous avez fait un tweet ironique sur le fait qu'elle est allée en Écosse négocier avec lui. Ça, c'était la version 1. Et version 2, aujourd'hui, la reconnaissance de Trump est, disons, limitée. Non, mais c'est tragique. J'avais dit, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? J'avais dit effectivement, paraphrasant effectivement cette phrase que l'on attribue à Churchill en 1938, après effectivement la visite de Chamberlain Daladier chez Hitler, on le sait, avec ce qui s'est passé pour les Sudètes. Voilà, cette phrase disant vous avez voulu, vous avez préféré l'humiliation à la guerre, vous aurez la guerre et l'humiliation. Bon, c'est vrai que cette image, elle va rester. C'est une image, vous savez, c'est une image un peu qui va rester, je dirais, dans ce premier quart du XXe siècle. C'est peut-être le dernier moment où nous avons ici, sur cette image, une Europe qui s'est vassalisée, je dirais, jusqu'à l'extrême. Bon voilà, c'était le passé. Maintenant, il faut changer. Et on voit bien qu'on nous avait dit que parce qu'on acceptait 15% de droits de douane contre 0 pour les États-Unis, on avait fait un très bon deal et que ça allait bénéficier à tout le monde. Eh bien, vous savez ce qui va se passer, Darius Rojouan ? Cette image-là. Le Parlement européen s'en empare dès la semaine prochaine. Il devait voter pour donner son accord. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui ? Manfred Weber, le président du PPE, Irakse Garcia, la présidente des socialistes, Valérie Hayé, la présidente de Renew, ils ont tous dit, c'est fini,
on ne vote plus cet accord. Donc cet accord qu'on nous a vendu comme étant l'accord qui allait nous permettre d'avoir de la stabilité, je dirais enfin, le Parlement européen, qui nous représente nous tous, les 450 millions d'Européens, eh bien, il rentre en résistance. Et il va dire non. Ils ont tous indiqué, les 3 chefs de parti que je viens de rappeler, qu'ils allaient voter contre cet accord. Comment arrêter réellement Trump? Dans la sagesse de nos grands-mères, on disait toujours je te donne ça, tu prends ça, etc. Et puis on prend toujours comme ça. Hein. C'est la logique de Trump, évidemment. On a tenté de lui donner ça, il prend ça, et on a l'impression qu'il prend toujours davantage. De son point de vue, il a raison. Il est face à des édredons mous. Mais qu'est-ce qui pourrait arrêter Trump? Le fait qu'il comprenne qui nous sommes. Nous ne sommes pas des vassaux. Mais comment Comment on lui montre ça? C'est précisément avec ce que je viens de vous dire. Et je dirais, ce projet que nous pourrons porter. Mais qu'est-ce qui lui fera peur? On n'a pas répondu. Citez-moi une chose qui lui fera peur, vraiment. Une chose, c'est que nous nous mettons en mouvement. Et que nous allons réaliser, dans les 2, 3, 4, 5 ans qui viennent, ce qu'il nous faut pour être autonome et de plus en plus autonome. Et comme ils ont besoin, et notamment, je parle évidemment de tous les acteurs du numérique, de nous. Pourquoi ils ont besoin de nous? Thierry Breton, je peux vous charrier un peu? Non, attendez, je vais finir. Vous êtes face à Trump, vous lui dire attention, vous allez voir Donald Trump, dans les 3, 4, 5 ans, vous allez voir ce qui va se passer, on va se mettre en mouvement. Pardon, ils ont besoin, et je vais finir ma phrase si vous le permettez, ils font entre 40 et 50 millions de leurs profits. 40 et 50% de leurs profits en ce qui concerne le numérique. Nous avons aujourd'hui les capacités, on les a votées, d'être, je dirais, autonomes, d'être nous-mêmes. Eh bien, voyez-vous, si on applique uniquement ce que nous avons fait, ça devrait rééquilibrer et faire comprendre finalement à Donald Trump que nous partageons beaucoup de ses préoccupations, y compris par rapport à la Chine. On en a déjà parlé ici, Darius Rojban. Par rapport à la Chine, c'est une préoccupation majeure, que nous pouvons être un partenaire et même un allié. Mais pour ça, il faut qu'ils comprennent que le pilier que nous représentons, eh bien, il est d'égal, il est d'égalité et en train de le devenir avec ce qu'il représente. Comment expliquer la bourse? On capturait tout à l'heure l'état du S&P 500, hein, c'est les 500 plus grandes valeurs américaines. Rappelez-vous, les commentateurs, et je ne dis pas ça pour vous, vous êtes parmi les plus... au contraire de beaucoup de commentateurs, vous avez dit ne sous-estimons pas la solidité de l'économie américaine. Mais nous, journalistes, on se trompe souvent, c'est tout notre charme. On a dit, vous allez voir, tout va s'écrouler. Après, les droits de douane, c'est la petite encoche en bas. Hein. Mais on voit que ça se porte bien, évidemment. Le clan Trump, en regardant ça, peut dire à juste raison, ah, voyez, ça marche. Oui, sauf que le S&P, il est un peu moins bon que la bourse européenne. Donc ça marche. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les bourses marchent. Et vous savez pourquoi elles marchent? Parce qu'elles marchent dans des secteurs qui sont des secteurs extrêmement porteurs. Je vais vous les citer. La défense, l'industrie, l'énergie, l'intelligence artificielle. Et ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça va continuer. C'est ça qui tire aujourd'hui la bourse, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe. Nous rentrons dans un monde, et je le rappelle, où Donald Trump a annoncé qu'en 2027, il allait passer le budget de la défense américaine de 1000 milliards à 1500 milliards. Eh bien, ça se traduit dans la bourse. Est-ce que je peux vous proposer une gourmandise, Thierry Breton? Je lis et je recommande votre livre, Les 10 renoncements qui ont fait la France. Et il y a un chapitre qui est tout à fait passionnant, c'est la perte de l'Amérique française dans les années 1760, où on rappelle qu'il y a eu une espèce de compétition de puissance entre la France et évidemment ses rivaux, et ça aurait pu se passer autrement. Bien sûr, ça aurait pu se passer autrement, et du reste, je rappelle qu'à l'époque, nous disposions, nous, les Français, du plus grand empire, à l'époque c'est comme ça qu'on l'appelait, donc nord-américain. Ça allait de la Louisiane, de Bâton Rouge à la baie Saint-James, au nord du Canada, 40% des États-Unis, c'était la France. Cette France qui avait du reste été, je dirais, extraordinairement bienveillante avec les populations autochtones, contrairement à ce qu'avaient fait et les Anglais et les Espagnols. Et puis patatras, on perd la guerre des 7 ans, la France est déjà surendettée, et il faut toujours se méfier des ministres des Finances quand le pays est surendetté. Et Choiseul, le ministre des Finances de Louis XV, va dire Majesté, j'ai une idée géniale, plutôt que de payer les dommages de guerre à l'issue de cette guerre de 7 ans, on va bazarder, brader ces arpents de terre, comme disait Voltaire, et voilà, nous en sommes aujourd'hui. Vu d'aujourd'hui, c'est une folie. Vu aujourd'hui, c'est l'un des renoncements. C'est pour ça que je me suis efforcé de réfléchir aux 10 renoncements qui ont fait la France. Pourquoi nous avons renoncé? Et là, voyez-vous, on en est presque à un 11e. Alors moi, je travaille sur le 11e pour faire en sorte que ce ne soit pas précisément le 11e renoncement. Et là, il faut quoi? Il faut avoir effectivement un peu d'expérience. Il faut savoir ce qui s'est passé. Et puis, il faut avoir du leadership. C'est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Mais je voudrais le dire,
les visions, elles existent. Les capacités de notre pays, ils existent. Les femmes et les hommes qui se lèvent, regardez, tout parti politique confondu, Darius Rochemin, tout parti politique confondu. Je l'ai vécu moi-même, au-delà de ma personne, dans ce qui m'est arrivé. J'ai reçu des messages de soutien de pratiquement tous les partis. L'extrême droite, que ce soit le parti de M. Zemmour et Mme Le Pen, n'ont pas été très, très, très vocaux. Mais alors tous les autres, je dis bien tous, ont été très en soutien. Voilà, c'est peut-être une nouvelle France qui se dessine.